La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la ville hôte de la 9e Jeux de la francophonie. On en parle aujourd'hui dans Évaluation. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission que vous aimez tant. Pour en parler, en tout cas sur le plan économique, vous le savez, bientôt le Jeu de la francophonie ouvre ses portes. Sur le plan économique, qu'est-ce que la francophonie apporte à la République démocratique du Congo, mais également qu'est-ce que la RDC apporte, son apport justement dans le monde de la francophonie. On en parle avec qui? On en parle avec Mathieu Takizala, un entrepreneur, mais également un économiste de son État. Je le salue déjà. Bonjour, monsieur Takizala, et merci de nous recevoir chez vous. Je vous remercie. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que les médias visitent les personnalités, surtout le monde économique de la République démocratique du Congo. Je suis sincèrement reconnaissant ces médias thématiques. Moi, je me rappelle en 2012 quand je suis arrivé et quand j'ai invité les journalistes que nous puissions parler de la thématique économique, et beaucoup me disaient à l'époque qui va nous suivre, et voir aujourd'hui ces médias qui traitent les problématiques financières et de l'économie, et aujourd'hui l'euphorie aussi, le grand retour de la République démocratique du Congo dans l'espace francophone avec le 9e budget, et nous sommes là uniquement pour élaborer, analyser, proposer. C'est déjà une grande reconnaissance de ma petite personne qui est Mathieu Takizala. Voilà, de fleurs à la haute hiérarchie. Aujourd'hui, si on vous demandait de vous présenter vous-même, vous vous présenterez comme qui? Fils des terroirs congolais, quelqu'un qui est né dans une petite ville qu'on appelle Kikwit, en 560 km, papa de 3 garçons, Matisse, Neyo et Djeden, des nationalités congolaises, et qui vit en Occident depuis les années 80, économiste, ingénieur, entrepreneur. Économiste, ingénieur et entrepreneur. Parlant de jeu de la francophonie, vous êtes un économiste. On va regarder cela sur l'œil économique. Vous, en tant qu'économiste, dites-nous que peut apporter l'organisation de la francophonie dans l'économie de la République démocratique du Congo? Beaucoup, parce que vous savez, rien que la langue nous permet, nous les francophones, d'être imposants dans ce siècle qu'on appelle aujourd'hui le 21e siècle. Vous savez, le continent africain a des zones géographiques ou les sous-régions. Le Maghreb, si nous prenons par exemple l'exemple du Maghreb, et 10 ans ou 15 ans en arrière, l'économie marocaine n'était pas cette économie qui est aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, le Maroc devient parmi les économies prospères parce que la France, qui est parmi les nations de l'espace francophone, a permis que les industries, par exemple l'industrie de l'automobile français, s'installent au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est le premier État africain qui vend en Europe les véhicules. Parce que Peugeot a accepté de s'installer dans le sol marocain, parce que Renault a accepté, parce que les entreprises canadiennes dans le domaine prestigieux de l'aéronautique ont accepté de rentrer dans l'économie marocaine. Et aujourd'hui, le Maroc est l'État prospère. L'économie francophone, c'est encore quoi? La Suisse. Vous savez que la Suisse est parmi les États où l'industrie financière est très, très importante. La Suisse francophone, nous pouvons aujourd'hui, nous, la République démocratique du Congo, travailler avec. L'économie francophone, encore, c'est quoi? C'est des États comme la Belgique. La Belgique, ce n'est pas un petit État. Vous savez qu'on dit stratégiquement que l'Europe, c'est la Belgique. Parce que les institutions européennes, par exemple même l'Alliance Atlantique... Pays colonisateur d'ailleurs de la République démocratique. Oui, pays où c'est vraiment les colons, c'est des gens qui ont fait aussi beaucoup de choses. Vous savez, beaucoup même des bâtiments sont restés ici. La Belgique aujourd'hui est essentielle dans l'Europe, importante. Donc, l'Alliance Atlantique qui aide aujourd'hui l'Ukraine de ne pas disparaître, et les chaises de l'Alliance Atlantique en Europe et en Belgique. Vous comprenez? Et si nous partons encore, le Vietnam, c'est parmi les États francophones du monde. Aujourd'hui, dans l'économie congolaise, nous avons beaucoup de nos compatriotes libanais qui entreprennent dans notre sol. Vous savez que le Liban est francophone. Donc, il y a beaucoup d'États francophones qui sont en avance par rapport à la République démocratique du Congo. Nous devons aussi, nous pouvons bénéficier de leurs expériences, de leurs entreprises. Là, en parlant, par exemple, la Tunisie, c'est parmi les États aujourd'hui, il y a certains secteurs que nous ne maîtrisons pas, mais ils sont en avance. Par exemple, l'Algérie. Donc, il y a beaucoup d'États francophones
qui ont des atouts. Nous aussi, la République démocratique du Congo, nous avons nos atouts. Aujourd'hui, avec cette économie qui est ouverte, madame, je crois que l'espace francophone est utile à la République démocratique du Congo. C'est utile. Le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, il y a des États francophones où nous pouvons aussi faire de sorte que nous puissions travailler ensemble. C'est un marché, l'espace francophone. C'est un grand marché. D'ailleurs, le 28, c'est déjà l'ouverture de ces Jeux de la francophonie. Vous, en tant qu'économiste, comment la République démocratique du Congo peut capitaliser justement ces Jeux de la francophonie sur le plan économique? Bon, d'abord, l'économie s'est faite avec confiance. Il fut un temps, depuis les années 73, où l'image de la République démocratique du Congo n'était pas l'image du Congo belge, ou le Congo Léopoldville qu'on appelait l'autre fois Poto Moïndo. Ça veut dire que l'image s'est détériorisée. On collait toujours à la République démocratique du Congo les insécurités, l'ordre sécuritaire, et puis la misère, la famine, le pays de la guerre. Et aujourd'hui, voir que les francophones du monde acceptent de retourner en République démocratique du Congo, compatir avec des Congolais, ils vont se loger chez nous, ils vont se nourrir chez nous, ils vont se déplacer chez nous. C'est-à-dire que la plupart des acteurs, et là où ils sont en train de construire, moi j'ai été heureux de voir par exemple le Wembley, vous savez en 2012, Flo Aibengue, quelqu'un que j'ai connu pendant longtemps, à Lille, il a entraîné Vita Club. Et il m'appelle le matin pour que nous puissions échanger. C'était dans ce club, dans ce stade de Kinshasa, et qui a vu toutes les années gloire qu'Assav a joué dans ce stade. Alors, on arrive avec Flo. Flo m'avait dit, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé. Tu sais, Mathieu, nous avons beaucoup, il faut qu'on donne beaucoup dans ces pays. Si on retourne ici, il ne faut pas avoir uniquement la valeur d'échange qu'on appelle l'argent, mais il faut que nos expertises permettent que, j'avais demandé à l'époque à Florent Ibengue en disant, qu'est-ce qui vous fait d'entraîner dans ces stades mythiques qu'on appelle Vemé, qui est Wembley, qui est Parc des Princes de la République démocratique du Congo. Martyr n'a pas l'histoire que le stade de Vemé. Mais voir grâce au jet de la francophonie, madame, et que les plombiers congolais, les électriciens congolais, les maçons congolais. Moi, j'ai vu un reportage aujourd'hui où je vois que l'entreprise, par exemple, ABC, qui est une consortium des entrepreneurs congolais, qui est en train de restaurer ce stade mythique où Kassav a joué. Donc, je dis qu'économiquement, il y a des femmes et des hommes congolais qui sont en train de travailler. Et regardez aujourd'hui, je crois que vous allez avoir l'occasion de filmer ce stade. C'est déjà quelque chose où je me dis, bon, c'est Expo universelle de Bruxelles. Parce que quand Bruxelles organise Expo universelle, à l'époque, Bruxelles était dans la ruine économique des années de la guerre. Or, qu'est-ce qui a permis? C'est-à-dire que rien que l'Expo universelle, ça a permis que Bruxelles retourne dans le Conseil des Nations. Donc aujourd'hui, cette confiance internationale qui retourne à Kinshasa, je crois que on va redorer un peu l'image des Congolais et l'image de cette nation francophone qui est parmi les grandes nations francophones du monde. Est-ce que l'image va permettre à ce qu'on renfloue le caisse de l'État qui déjà saigne et qui, pendant d'ailleurs ces Jeux, notre État a également contribué. Est-ce que vous pensez que ça va permettre à ce que le pays renfloue ses caisses? Mais d'abord, avant d'acheter quelque chose, il faut que la personne vous inspire confiance. L'image, s'il n'y en a pas là, vous allez vendre quoi? Il faut d'abord retourner. Il faut permettre aux entreprises locales, comme les ABC, on voit aujourd'hui qu'ils sont en train d'exercer. Demain, peut-être, ça sera, moi, quand ils ont commencé cette organisation francophone, je suis à l'époque, il y avait mon ami à moi qui était le directeur financier que M. Tshisekedi avait nommé, Dixon, je crois, il suivra l'émission. Je suis allé le voir. Le bureau était à la gare. La première équipe que M. Tshisekedi avait mis. Je suis allé le voir. Je dis, bon, les Africains francophones ou les francophones du monde viendraient à Kinshasa. Pourquoi on ne va pas essayer de mettre aussi spécial auto en examen? C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de véhicules, par exemple pour le déplacement. Ça devait être aussi l'occasion, au lieu que ce soit que le monde du bâtiment et que le monde prend déjà cela en charge. Pardon? N'est-ce pas que l'État prend déjà cela en charge? Oui, l'État prend en charge, mais ça doit être aussi l'occasion de promouvoir les acteurs locaux. C'est-à-dire que les sociétés dans l'ingénierie, il ne suffit pas que l'ingénierie de bâtiment.
Il faut commencer quelque part. Vous voyez, du côté de bâtiment, je vous ai dit, bon, voilà, coup de chapeau. On pouvait vendre aussi les entreprises telles que Spécial Autogarage. C'est-à-dire que les véhicules... En faisant quoi concrètement? Donc, en faisant quoi? Nous déplaçons les gens. On voit les bus d'Academia, Transacademia, qui transportent les visiteurs de la République démocratique du Congo. Et dans ces bus Transacademia, on pouvait voir même le logo du Spécial Autogarage. C'est une façon aussi de vendre les autres entreprises de la République démocratique du Congo qui peut trouver un terrain d'échange. Moi, en 2012 c'est une année vraiment que j'aime beaucoup. À l'époque, j'avais discuté avec un député français parce qu'on commençait déjà à parler de la personne qui va remplacer à la tête de l'organisation francophone. Aujourd'hui, c'est Madame Louise qui est à la tête. À l'époque, c'était une Canadienne d'origine haïtienne. Et j'avais dit à l'époque avec ce officiel français, c'était à Paris, j'ai dit, si la francophonie va rester uniquement dans la partie culturelle ou de l'éducation, on sera en retard par rapport aux Anglais. Il faut maintenant que la francophonie, qu'on regarde la francophonie dans l'aspect économique. Il faut que les États francophones et que ces échanges soient entre les entreprises francophones, par exemple les entreprises marocaines, les entreprises congolaises, les entreprises algériennes avec des entreprises... Parce qu'on doit être complémentaires. Nous ne transformons pas dans le sol congolais. Or, nous avons des entreprises congolaises qui peuvent travailler en synergie avec des entreprises suisses. J'avais discuté à l'époque avec des officiels français qu'il faut qu'on amène cette organisation francophone dans l'approche économique. Parce que l'approche économique, il ne faut pas que ce soit uniquement la partie institutionnelle qui va commencer à se concentrer. Il faut que la partie entrepreneuriale soit présente dans l'organisation francophone. Il faut que les entreprises s'expriment dans l'espace francophone. Aujourd'hui, l'espace francophone africain souffre. Il y a des exceptions. Le Sénégal, le président Macky Sall a fait beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire, le président, mon confrère économiste d'hier, qui est aujourd'hui président de la République, le président qui était aussi à RFMI, le président Alassane Ouattara, est en train de faire aussi des miracles en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je crois, le président Tshisekedi, il doit faire de sorte que les patrons, comme à l'époque d'Ekindwelo, retournent en République démocratique du Congo. On doit vendre le Congo public et le Congo privé. Et c'est comme ça que vous allez voir que le Congo peut bénéficier dans ces marchés. Nous n'avons pas d'épargne dans ce pays, madame. Et il y a des États francophones où l'épargne existe. Nous avons nos compatriotes dans tous les pays francophones. Vous allez au Canada, vous trouverez les Congolais. Vous allez en Suisse, vous trouverez les Congolais. Vous allez au niveau de la Belgique, vous allez trouver les Congolais. Il y en a qui sont même nés là-bas. Il y en a qui ont étudié là-bas. Et ces gens-là consomment dans ces pays. Il faut que nous, maintenant, l'intelligence économique congolaise commence que dans chaque pays où il y a une représentation congolaise, qu'on appelle l'ambassade, qu'on puisse avoir aussi des sociétés de capitaux congolaises qui opèrent. Est-ce qu'il faut le faire seulement maintenant? Puisque le jeu de la francophonie nous prendra que 1 ou 2 semaines. Est-ce que vous pensez que c'est les moments propices pour faire tout ça? C'est que fait par exemple le président de la République lorsqu'il prône la diplomatie agissante. Vous pensez qu'il ne fait pas assez? Oui, mais je crois que nous nous complétons, le président de la République. Moi, je suis parmi les Congolais, depuis que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je suis à Kinshasa. Mais je ne vis pas à Kinshasa. C'est-à-dire que je suis en train de faire même le mandat de M. Tshisekedi. Parce que moi, on est arrivé pour l'accompagner dans la partie économique. Pas l'économie d'amphithéâtre, excusez-moi, mais l'économie réelle, l'économie sociale, l'économie qui est palpable. Que l'assiette congolaise, elle doit être complète. Et que l'assiette congolaise, à côté des politiques, des scientifiques, des administrateurs, des journalistes, vous devez aussi avoir des grands patrons congolais. Il faut que les marchés qui sont en République démocratique du Congo, les entreprises aussi des capitaux congolaises, qu'on les sente. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous invitons les gens. C'est à nous maintenant, à l'intérieur, de présenter ce que nous sommes. Là, nous parlons déjà de l'apport de la République démocratique du Congo voilà. dans l'espace francophonie. Oui, parmi l'apport. Nous sommes un pays avec une démographie. La plupart des États francophones, il n'y a pas un État qui a la démographie de la République démocratique du Congo. La France, c'est un pays de 65 millions d'habitants. Le Congo est déjà 120 millions d'habitants. C'est-à-dire que les grands pays francophones, c'est le Congo. Et la France
Si nous partons, par exemple, dans la démographie des jeunes, il n'y a pas plus de jeunes en France qu'en République démocratique du Congo. Nous avons une population de 70% qui est jeune. Donc ces jeunes-là, nous devons le mettre au service. C'est-à-dire que dans l'espace francophone aujourd'hui, tous les États, pour supporter que l'économie francophone se développe, ils doivent faire de sorte que le Congo devienne un grand marché. C'est-à-dire que lorsque le Congo devient... Chaque Congolais n'a pas un véhicule. Nous n'avons pas de marque de véhicules congolais. Vous imaginez que tout Congolais aujourd'hui, à l'âge adulte, si nous nous mettons au travail, ils vont acheter des véhicules. Ils vont acheter des véhicules de qui? Des pays francophones, non? L'économie est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a plus de retraités au Canada, et en France, en Belgique, en Suisse, qu'en République démocratique du Congo. Ils ont des autoroutes. Ils ont tout. Nous, on n'a pas encore des autoroutes. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut construire, le président Alassane Ouattara a décidé de construire par exemple la ligne des trains à express de la ville d'Abidjan. Et quand il construit le train express, l'entreprise qui a été sollicitée, c'est l'intelligence de nos compatriotes français, de la communauté francophone. Vous comprenez? Bolloré, là où il opère partout, c'est dans l'espace aussi francophone. Le président Macky Sall, lorsqu'il décide de créer le métro, on dit à Abidjan métro, de l'autre côté le train express, du côté de Dakar, c'est uniquement aussi les entreprises du côté francophone de la France qui, et même le port, le TGV de Maroc, c'est qui? Alstom. Alstom, c'est quelle entreprise? C'est une entreprise française. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut maintenant que les grandes puissances de l'espace francophone ne peuvent pas négliger la manne congolaise. La manne congolaise, ce n'est pas uniquement... Moi, je ne vois pas le métaux. Le premier ressource, madame, en économie, c'est l'être humain. Et quand vous avez un pays de 120 millions d'habitants, et avec 60% qui est jeune, le francophone, mais tout État francophone, avec la crise d'aujourd'hui, avec les potentialités qu'il a la démocratie du Congo, en hydroélectrique, en ressources minières, en forêt, ainsi de suite, c'est un paradis. Il faut que les francophones profitent de ça. Il faut l'interaction entre les entités économiques des pays francophones, et y compris les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, maintenant, nous devons saisir la balle. Bon moment. Nous appelons les gens. Moi, j'aimerais mieux même, parce qu'ils nous ont, je ne sais pas s'ils ont essayé de comprendre un peu ce qui ont l'habilité de l'intelligence économique, on devait profiter que ce moment, avec toutes les caméras, vous savez, c'est 88 États. Chaque pays a amené également sa presse. Chaque pays, sa presse, et tout ça, ainsi de suite. L'image. Et l'image de Kinshasa. Vous savez en quelle année Ali a fait cet événement? Est resté mondial. Le concert de Kassav est devenu universel. Et nous devons bénéficier de ça. Il n'y a que ça à faire. Et d'où il faut des ateliers. Ça ne reste pas uniquement sportif. Parce que le sport, pour avancer, ou la musique, nous devons avoir des gens qui travaillent. Parce que les consommateurs ou les téléspectateurs, ce sont des citoyens. Et ces citoyens, s'ils sont dans la ruine sociale, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Takizala, vous êtes également entrepreneur. Oui. Dites-nous, aujourd'hui, si on vous demandait, vous en tant que Takizala, Mathieu, si aujourd'hui on vous demandait de proposer quelque chose à nos invités des marques qui sont venus de partout, quelle serait votre présentation à ces invités qui sont venus? Je les dirais Mbote. On les reçoit avec un cœur des Congolais. En tant qu'entrepreneur, vous avez quoi En tant qu'entrepreneur, ce que j'ai à proposer, c'est spécial autogarage. Voilà. Je vois que je suis dans un secteur où en République démocratique du Congo, il y a la pauvreté des biens mécanisés. La législation congolaise, les véhicules qui devaient rouler en République démocratique du Congo, ça devait être des véhicules type française. Mais aujourd'hui, comme l'informel a occupé cet espace, nous voyons les véhicules de type anglaise qui nous dominent. Ça veut dire que l'économie francophone échoue en République démocratique du Congo. Or, quand on essaie ici, les véhicules que les Congolais roulaient avec, c'était la marque PSA. Peugeot, Renault, Saviem. Ce sont des véhicules, nous, on a grandi avec ça ici. Mais aujourd'hui, les marques francophones reculent dans ces grands marchés. Je vous amène ce site internet où tout Congolais, quelqu'un qui a Mayombe, vous imaginez, madame, 21e siècle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a Mayombe, il va acheter un véhicule, il doit faire des kilomètres pour venir à Kinshasa.
C'est-à-dire qu'à Mayombe, il n'y a pas quelqu'un qui peut le vendre le véhicule. Le site internet www.sarkin.com.net est là uniquement à l'internet avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Vous achetez, les transporteurs sont partout, ils vous livrent. La personne reste là où il est. Ça crée une valeur ajoutée. Et d'où nous disons aux francophones, vous venez à Kinshasa, pas uniquement pour regarder le beau jeu de Kinshasa, c'est un grand marché. Rien n'est encore fait. Faisons des alliances avec les entreprises qui connaissent le terrain, comme les spéciales autogarages. Les débouchés sont ici. On ne vend pas les véhicules. Par exemple, dans le monde francophone, la Suisse est le géant des financements. Aujourd'hui, on ne vend pas le véhicule en crédit en République démocratique du Congo. Nous proposons le vendre des véhicules d'occasion en crédit. C'est ce que nous, spécial auto, nous pouvons proposer. Donc, aujourd'hui, les ingénieurs, je suis en train de chercher actuellement, dans l'espace francophone, j'ai vois avec la France et la Belgique, tout ça, ainsi de suite, pour qu'on trouve, par exemple, aujourd'hui, les techniciens congolais, vu par rapport à l'évolution mondiale, il y a un peu les décalages. Et je veux que, voilà, à chaque fois, ceux qui sont avec moi, tous les 3 mois, on va avoir un Belge qui a travaillé beaucoup dans l'ingénierie et qui peut faire même le 3 mois à Kinshasa, qui forme les Congolais. On peut avoir un Suisse, ainsi de suite, chez Spécial Autogarage. C'est cette mixage comme entreprise qu'on peut faire. Et si vous achetez le véhicule chez Spécial Autogarage, mais les fournisseurs, ça ne sera pas nous. Ça peut être des entreprises francophones. Les Français, les Suisses, les Hongrois, ceux qui partagent cet espace avec nous. Je crois que nous, moi en tant qu'entrepreneur, ce que je peux donner à la communauté francophone, il n'y a que cette entreprise francophone et qui est née en France, Spécial Autogarage. Et je le donne. Mais maintenant, il est en Afrique, allons-y ensemble. Voilà, maintenant qu'il est en Afrique, allons-y ensemble. On va parler, puisque vous êtes entrepreneur, certainement vous faites face également aux douanes, aux barrières douanières et consorts. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire par l'accord bien sûr de l'OIF, à l'instar des Commonwealth, est-ce que dans le monde francophone également, l'OIF doit envisager de supprimer des barrières douanières pour permettre une bonne fluidité des échanges commerciaux entre les pays membres? Bon, aujourd'hui, dans le continent africain, à part les francophones, nous avons ce qu'on appelle la ZLECAf. La ZLECAf, c'est le libre-échange interafricain. Et ce qui a tué l'Afrique, c'est plusieurs barrières inutiles. C'est-à-dire que quand vous allez en Europe aujourd'hui, il y a des fois entre la Suisse et la Belgique, vous verrez, ou la Suisse avec la France, vous ne verrez même pas un policier. Les gens tournent et c'est ce qui fait la force de cette Europe de Schengen. Alors, maintenant, on a fait la ZLECAf, mais on n'a pas mixé les entreprises inter-échangées. Les textes sont là, mais quels sont les mouvements d'entreprises congolaises, le mouvement des entreprises ougandaises, ou kenyanes, tout ça? Vous voyez que c'est un peu limité, c'est timide, c'est tiède. Alors, au niveau de l'espace francophone, je crois que maintenant, Kinshasa doit faire aussi le lobbying essentiel. Les parlementaires de Kinshasa, les ministres de Kinshasa, ils doivent, à chaque fois qu'ils sont dans l'espace francophone, ils doivent jouer ce rôle de VRP, madame. Ils doivent jouer ce rôle de VRP où à chaque fois, il doit avoir une entreprise congolaise on peut les vendre dans l'espace francophone. C'est ce que les autres font. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'espace francophone. Vous allez voir, quand vous partez dans un officiel francophone, dans des pays avancés, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois, dans une discussion, il va vous amener la marque d'eau que vous allez boire, c'est la marque d'eau de terroir, là où il est né. Et il fait quoi? Il vous fait connaître ça. Il y a une marque d'eau, et on parle maintenant on va retourner un peu en arrière, des CG de francophonie. Vous savez, il y a une marque d'eau belge qu'on appelle SPA. SPA, c'est connu par l'Expo universelle de Bruxelles, où dans chaque table, on déposait le bouteille de SPA, et qui est devenu mondial. Vous comprenez? La douane tue la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut se comparer avec les autres. Nous avons d'abord un port, j'avais remercié le président de Tshisekedi, quand il a eu l'idée de créer le port à Pont-Fond. L'autre fois, ça tournait sur l'Atlantique, mais aujourd'hui, c'est plus l'Indienne. Et où on voit le corridor des Indiens qui avance. Et aujourd'hui, le port des Bananas, le port de Matadi est devenu un petit port où il n'y a pas de gros afflux. Et des transbordements en transbordement. Et quand ça arrive encore, vous allez voir que le prix, mais qui paye? C'est le consommateur. Quand on va rester avec une douane ou qui ne regarde pas les autres, mais est-ce que ça va favoriser l'essor des entreprises dans le territoire? C'est pour ça que nous avons aujourd'hui le pile des chômeurs
Et on parle peu des chômeurs ici. Comment on peut créer un marché sans les gens qui travaillent? Donc, faisons ce qu'on appelle d'exonération. Les niches, les mesures incitatives. Si on dit par exemple, dans 6 mois, tout ce qu'ils vont investir dans l'agriculture, on va lever et les entrées, il n'y aura pas de douane. Et ça va tuer la République démocratique du Congo? Justement, la question serait de savoir est-ce que ça ne va pas tuer justement mais l'économie de la République démocratique pourquoi aujourd'hui tout le monde va, même les développements de l'économie pourquoi aujourd'hui tout le monde va à Dubaï, madame? Pourquoi tout le monde va à Dubaï? Quel modèle économique ils ont mis? On enlève tous ces trucs inutiles, mais on invite les gens à consommer à Dubaï. Et quand ils arrivent, on vous facilite l'entrée, c'est comme l'hameçon. Un pêcheur pour attraper le poisson dans l'eau, il fait quoi? Il met le ver de terre dans l'hameçon, non? Mais quel est notre ver de terre? Si le visa des gens c'est exorbitant, si la douane ça ne permet pas aux acteurs, si on fait de toutes les années maximisation des recettes, création des recettes, non. Ça c'est ce vocabulaire, il n'y en a pas. Les mêmes assujettis dans chaque loi de finances. Il y a un accroissement d'assujettis. Le nombre d'entreprises qui se créent et qui se ferment. Est-ce qu'on essaie de comprendre pourquoi ces entreprises ferment d'abord? C'est ça le vrai problème. On reste uniquement dans l'économie de la traite, donc l'économie des douanières. Et non. Comprenons d'abord quels sont les secteurs qui sont en déficit en République démocratique du Congo. Et ces secteurs, mettons des mesures incitatives. Pour que le Maroc puisse accueillir les grands investissements, on a permis d'abord aux acteurs locaux marocains d'être compétitifs. Aujourd'hui, un jeune qui décide de créer l'entreprise en République démocratique du Congo, même pour se louer un petit bureau, madame, c'est un vrai problème. Les loyers. Ils sont le pépinière d'entreprise. Ou un jeune homme qui décide d'être entrepreneur, il va dire, voilà, pendant 1 an, les gars, c'est ici que vous allez commencer à exercer. Le pépinière d'entreprise est où? Les chambres de commerce sont où? Ou c'est lui, il ne suffit pas d'être économiste que vous devenez un commerçant. Ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de matriculer dans ce qu'on appelle guichet unique. Justement, le guichet unique ne résoudrait pas, n'a pas résolu. Mais non, mais ce n'est pas le guichet unique qui moule les entrepreneurs. C'est une greffe administrative. Il faut, si vous êtes dans l'agriculture, c'est la chambre de commerce, la chambre d'agriculture. Si vous êtes dans le commerce, et puis c'est la chambre de commerce. Si vous êtes dans l'industrie, c'est la chambre d'industrie. Si vous êtes dans l'artisanat, c'est la chambre d'artisan. Métier. Mais ils sont où ces chambres? Où est les administrateurs d'État et nous, les entrepreneurs, ceux qui ont des gens du vécu, peut commencer maintenant à voir le jeune homme qui arrive avec le projet. On lui dit, regarde, le business plan, on fait comme ça. Regarde, là, il faut éviter. Regarde, le banquier que tu peux aller voir, c'est celui-là. Regarde, mon ami, là, je travaille avec lui 20 ans. Je te présente parce que tu puisses avoir le premier contrat. Aujourd'hui, c'est le numérique. Combien d'entreprises de capitaux congolaises ont un site internet? Il faut mettre le paquet dans ça. C'est dit, bon, toutes les entreprises qui ont d'innovation, pour qu'ils puissent se vendre et puis commercer avec les autres, l'État doit se faire un moyen en disant, voilà, si le site internet coûte $200, donc l'entrepreneur va financer à l'auteur de 100, et le 100, c'est l'État qui finance. C'est ce que les autres ont fait, non? Certains Congolais disent que nous sommes allés vite en besogne en entrant dans ces contrats des CAF et concerts. Êtes-vous d'avis? Non, mais donc vous accueillez. Vous savez, l'Éthiopie, aujourd'hui, tout le monde parle de miracle éthiopienne. Et qu'est-ce qui a fait que l'Éthiopie devienne ce qu'il est aujourd'hui? C'est l'AGOA. Nous avons un accord d'AGOA. Libre-échange où les États qui vont faire rentrer des choses dans un grand marché comme les États-Unis, aucun pays peut fermer les yeux dans un grand marché comme les États-Unis ou l'Europe. Vous comprenez? Or, nous avons cet accord économique de la GOA ou la ZLECAF. Mais est-ce qu'on met les entreprises congolaises à diapason de profiter de ces marchés? Pour les mettre justement en diapason avec d'autres entreprises qui vont venir d'ailleurs, il faut quoi? Mais madame, nous sommes par exemple spécial autogarage. Je viens de faire 48 mois à Kinshasa. Vous parlez trop de vous. Hein? Non, il faut donner des exemples. Voilà. Mais si vous avez une entreprise, bon, je dirais par exemple à Babelekop, mon ami Al Kitengi, ou je dirais de madame Thérèse Kirongozi, avec Planète IJ et quoi là, Robot Roulage, Roman Technologique.
Vous avez ces genres d'entreprises qui ont déjà mis leur modèle économique dans l'espace public. Mais il faut le consommer. C'est-à-dire que chaque région congolaise, normalement à l'heure actuelle, avec les déficits, avec ces 3 échantillonnages que je vous donne, même les gouverneurs devaient être les premiers clients de ces entreprises. Il ne l'est pas? Non, mais allez-y comprendre. Allez demander à mes compatriotes ou demander à moi-même. Est-ce que je suis, l'entreprise est dans la ville de Kinshasa? Est-ce que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa est client chez Special Auto Garage? Mais vous n'êtes pas quand même le seul à avoir ce genre d'entreprise. Mais citez-moi une autre entreprise qui est dans mon domaine, qui est des capitaux congolaises, où il a un contrat à travers la République. Ça, c'est déjà un énorme déficit. Ça veut dire qu'il faut que les politiques étatiques comprennent que lorsqu'une entreprise naît dans le territoire, il faut l'accompagner, il faut l'encadrer, il faut le consommer. Mais ce n'est pas ce que nous subissons. Un Congolais lambda, lorsqu'il va là où il y a un Congolais, il n'a pas de confiance. Aujourd'hui, on est devenu une économie où on doit utiliser les autres communautés. Vous voyez, le Congolais, quand il a des moyens d'entreprendre, on va aller chercher les autres communautés, on met devant. Mais quel modèle nous prenons là? On a pris l'indépendance, mais elle ne peut pas être uniquement bureautique. Mais elle doit être une indépendance économique. Nous devons avoir aussi des chefs d'entreprise congolais. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que nous consommons. La consommation, qui le fait aujourd'hui dans ces pays? C'est nous les Congolais. Mais comment fait-il ceux qui consomment? Nous sommes incapables d'aligner 2500 entreprises congolaises compétitives. Donc ce mécanisme est bloqué. Est-ce que les Kindwelu, les Dokolo, ont fait tâche à la République démocratique du Congo pour que nous, les Mathieu Takizala, nous subissons de ce qu'on est en train de voir en nous tous là, les Congolais? Dokolo commence avec une petite société de taxi. Mais il finit en créant une banque. Donc c'est une tâche pour la République. Et quand vous regardez même dans des ruelles, dans toutes les villes congolaises, vous ne verrez pas un avenir Dokolo. On dirait que l'histoire de ces pays doit se composer avec un seul corps. Mais aujourd'hui, Dokolo est pris comme modèle par plusieurs Congolais, mais également vous par vous avez déjà vu un officiel de ce pays qui cite le nom de Dokolo. Officiel dans le sens global, transversal. Ça peut être un bourgmestre, un chef d'une société publique. Mais pour mouler, comme vous avez demandé, cette question est très très importante. Nous avons des grandes entreprises, madame. Régideso, SNEL, OCC, toutes ces entreprises-là doivent consommer qui sont les entreprises congolaises du parti privé. OCC a des véhicules dans la ville de Kinshasa. Si OCC est client chez Special Auto Garage, ça va permettre à Special Auto Garage aussi de montrer de quoi il est capable. Si Sonance est client chez Special Auto Garage, ça va permettre que Special Auto Garage puisse se mesurer avec ceux qui sont venus d'ailleurs. Mais est-ce que vous leur avez proposé vos services et qu'ils ont dit non? Madame, heureusement, je ne suis pas dans ce bureau où il y a beaucoup de tonnes, où j'écris beaucoup comme un écrivain en ce moment. Mais ce ne sera pas la première émission. Mais je vous montrerai. Vous allez voir. Parce que la parole peut partir, mais les écritures restent. La réponse a été quoi lorsque vous leur avez proposé? Vous savez, à chaque fois quand on écrit, vous savez, une société, d'abord, quand vous fonctionnez qu'avec un seul fournisseur, et vous n'allez pas gagner. Il faut multiplier les sources de fournisseurs. C'est ça le mal de l'économie congolaise. À chaque fois qu'on écrit dans une institution qui pouvait être client chez Special Auto Garage, bon, écoutez, on a reçu votre courrier au moment opportun. De toute façon, nous avons déjà une autre société que nous travaillons avec. Ça même, vous comprenez, allez voir d'abord celui qui a écrit. Qu'est-ce qu'il peut apporter un plus? Non. Ça finit là. Merci pour votre correspondance, tout ça, ainsi de suite. Bon, vous comprenez? Ça, c'est nous qui écrivons. Mais est-ce que chaque entrepreneur, si vous donnez un Special Auto Garage, mais à travers la République, on peut donner aussi aux autres entrepreneurs. On peut donner aussi l'élan aux autres entrepreneurs. Parce que ce secteur, on l'a clocharisé, le secteur de l'ingénierie en Moitié du Congo. Un pays qui ne contrôle pas la technique, c'est un pays qui ne va pas se développer. Monsieur Takizala, bientôt là, le 28, le jeu de la francophonie ouvre ses portes. Vous êtes économiste. Que faire justement pour canaliser le recette que doit générer ces jeux de la francophonie? D'abord, les ministères qui sont concernés, nous les connaissons tous.
le ministère le sport et loisirs, parce que ce sont des jeux qui tournent aussi tout le monde. Il y a le ministère de la Culture et Arts, l'économie nationale, le ministère de la coopération, parce qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement du gouvernement, nous avons le ministère de la coopération et le ministère des Affaires étrangères, et qui jouent leur truc. Alors, nous avons le ministère des Finances publiques, qui a aussi un rôle très très important, parce que l'argenté, c'est lui qui sort pour tout ça et de suite. Mais tout ce que nous sortons, on ne peut pas sortir l'argent pour sortir. Nous devons avoir aussi l'habilité que ce que nous avons sorti. C'est d'où la nécessité, quand vous avez ces genres de meetings, vous devez avoir un bon concession des entreprises congolaises qui devaient se faire connaître. Vendre les entreprises de la RDC. Vendre aussi les entreprises aux autres. Parmi les ateliers, je crois qu'il y aura des officiels. De temps en temps, il faut avoir aussi l'habitude. Aujourd'hui, moi, je viens de faire 4 ans. Je suis avec vous, les médias. Je vous remercie sincèrement. Vous êtes parmi les corps qui comprennent ce que nous sommes en train de faire dans l'espace public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quand on parle de l'économie en République démocratique du Congo, à chaque fois, on dit non, vous voyez, on a consulté la FEC et tout ça. Mais non. L'économie, il y a plusieurs compartiments qui fait que l'économie d'un pays, la FEC, c'est ce qu'on appelle le syndicat des grands patrons. Il y en a aussi de petits patrons qui sont à l'intérieur. Il y a plusieurs syndicats patronaux. Mais il n'y a pas que ça qui fait. Il y a aussi dans l'écosystème entrepreneurial, les grands patrons qui se distinguent comme individus, leur thèse. Quand vous allez au Nigeria, il y a aussi le syndicat des grands patrons. Mais vous allez au Nigeria, aujourd'hui, le secteur privé nigérien est incarné par Aliko Dangote et Tony Numelo. Mais est-ce qu'au Nigeria, il n'y a pas les syndicats de patrons? Si vous allez aux États-Unis, on connaît tous, non? Job, Zuckerberg, Bezos, hein? Il y en a. Mais est-ce qu'il n'y a pas de syndic là-bas? Est-ce que le président Obama, s'il veut recevoir, ou le président Biden, il veut recevoir... Donc, vous voyez, c'est ça le vrai problème en République démocratique du Congo. Si vous allez en France, on connaît quels sont les grands patrons. Mais il y a des syndics, des organisations patronales. Comment on va à chaque fois? D'abord, il y a certains syndics. C'est injuste. Un jeune entrepreneur qui commence, vous dites que l'entrée, par exemple, $2000. Le $2000 pour lui, c'est un capital, non? Vous comprenez? Oui, ces organisations ont leur rôle, mais l'économie de chaque pays est aussi distinguée avec les grandes personnalités du monde économique. C'est-à-dire que les gens qui ont un modèle économique, qui ont réussi, qui deviennent comme des prototypes de l'économie. Et dans chaque pays, ça existe comme ça. Mais on arrive à Kinshasa chaque fois, même les officiels, vous allez voir, non, on a vu la FEC, et la dernière fois j'ai vu ici les gens de la FEC qui disent non, et de chaque façon il faut, et chacun doit être membre de la FEC. Oh, mais papa, mais vous êtes là-bas, allez voir ceux qui prononcent aussi, qui sont comme patrons, quelles sont leurs angoisses. C'est pas à vous d'aller vers la FEC. Vous savez, en France, heureusement que j'ai commencé en France. Nous avons par exemple le rôle, c'est pour ça le rôle des institutions consulaires qu'on appelle la chambre de métier, chambre d'industrie, ont un rôle très très important pour l'accroissement des entreprises. Un rôle pédagogique et qui accompagne. Et lorsque avant d'aller immatriculation, il y a une procédure entrepreneuriale. Et vous arrivez, on vous brandit en face quels sont les réseaux entrepreneuriaux qui peuvent vous aider, entre autres la FEC. Et vous n'êtes pas obligé d'être membre de la FEC. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que chaque entreprise qui est membre de la FEC, et il a un contrat? Est-ce que c'est une obligation? Voilà, on nous dit non, ce n'est pas une obligation. Monsieur Takizala, parlons, pour conclure en tout cas, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission, parlons un tout petit peu du combat d'Ali et Georges Foreman. Son apport sur le plan économique. En Zaïre, puisqu'en ces temps-là, le Congo s'appelait Zaïre. C'était quoi? Important. Et le président Marshall a essayé un peu de concilier les deux mondes, le monde avancé et le monde en arrière, en commençant par la République démocratique. Et il regarde comme manager, il voit qu'au niveau le sport mondial, il y avait des icônes qui incarnaient le sport mondial. C'était Georges Ali Foreman, qui il dit, bon non, je vais négocier ce coup pour l'image de la République démocratique du Congo, l'image du continent africain. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réussir ce coup. Et lorsque ces gens ont arrivé,
Et c'était bénéfique d'abord. Avec tous les risques possibles. Avec tous les risques. Personne ne croyait d'abord à ça. Et lorsque ces gens-là arrivent à Kinshasa, et le monde entier a compris Kinshasa, et quelle était l'importance de Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de films pour voir l'impact de cet événement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui que les gens tournent uniquement sur le truc. Et à l'époque, on avait une économie qui est passée d'aujourd'hui. On avait des grands hommes. Il y avait des vieux Kansebou, les vieux Kindwelo, les grands patrons de l'époque, les Mbemba Saolona, les José Ndundu, les Mokia. À part les grands politiciens, on avait des grands patrons. Ça boostait les économistes. Oui. À l'époque, on avait des grands patrons. À part les entreprises venues d'ailleurs, du côté congolais, on avait des hommes qui pouvaient créer 2000 emplois, 10 000 emplois, du côté congolais. Vous comprenez? Donc je crois qu'aujourd'hui, ce combat doit nous servir leçon. Et moi, je suis un homme heureux de voir que ce stade mythique est retourné. Mais il ne faut pas que ça reste uniquement dans cet événement. Lorsque l'événement arrive, et puis c'est comme ça on va faire. Non. Il faut que ces stades-là, après l'événement... Justement, M. Takizala, si on vous demandait de faire un parallélisme sur le plan de recettes, pas encore, puisque la francophonie, on ne sait pas encore évaluer le recette que ça va générer pour la République démocratique du Congo, mais avec un œil économique par rapport à l'événement de ces combats-là, quel parallélisme pouvez-vous établir, vous, en tant qu'économiste, avec l'œil économique, bien sûr, entre les combats d'Ali Foreman et le jeu de la francophonie? D'abord, le combat d'Ali Foreman arrive dans les années de la gloire de la République démocratique du Congo. Les 30 glorieuses de la République démocratique du Congo. Oh, tout tournait en République démocratique du Congo. On n'avait pas l'exode, on n'avait pas l'exil, on n'était pas dans le chômage de masse, on n'avait pas assez de déficit en termes d'infrastructures, parce qu'à l'époque, on avait un avancement. Les colons venaient de partir, ils nous ont laissé quand même des infrastructures. Donc à l'époque, il y avait quand même l'outil infrastructural qui existait, qui était en avance par rapport aujourd'hui. Donc le chômage, ce n'était pas ce qui nous dérange aujourd'hui. On n'avait pas des bidonvilles comme aujourd'hui. Maintenant... donc ça se déroule pas dans le même contexte. Non, pas dans le même contexte, mais aujourd'hui, il y a aussi plus d'atouts parce que l'industrie nouvelle est arrivée, le numérique. Vous comprenez? À l'époque, tout le monde n'avait pas un poste de radio. À l'époque, tout le monde n'avait pas le téléphone. Même les gens travaillaient. Les technologies n'étaient pas les technologies aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même un petit enfant qui a Bouendé peut suivre ça. Vous comprenez? Donc, l'engouement, de ce côté-là, je crois que nous devons capitaliser de ça. Vous comprenez? Et il arrive à quel moment? Il arrive à un moment où on a saccagé toute l'image qu'on a construite. Et maintenant, on est dans l'étape de reconstruire l'image de la République démocratique du Congo. Que le partenaire à l'international puisse croire encore à cette grande nation qu'on a appelée l'autre fois le Zaïre, les grands Zaïre. Vous comprenez? Qui était ou tout africain. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique du Sud, vous savez que nous tous nous disons, mais est-ce que l'Afrique du Sud de l'époque, c'était en avance par rapport à la République démocratique? Moi, je ne pense pas. Voilà, merci à vous, M. Takizala, d'avoir répondu à nos questions, à nos préoccupations. Ce sont d'ailleurs les préoccupations des Congolais, des Kinois, puisque nous sommes à Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité, certainement autour de notre thème que nous allons évaluer. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir.